La question bête, c'est pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne? Je donne des cours à des étudiants. Quand j'évoque ces questions, ils me disent « Mais enfin, nous, on a 20 ans, 22 ans. Depuis qu'on est petit, on nous explique que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. » Alors, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne si cette construction a vocation à s'opposer à eux? La réponse, elle est aussi sophistiquée que géniale et simple à la fois. Il s'agit de la mise en œuvre d'un classique de la stratégie mondiale. En fait, c'est inventé par les Chinois. Ce qu'on appelle le stratagème des chaînes. Elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en lui imposant un système absurde autobloquant. On va voir comment ça marche. En fait, c'est assez simple à comprendre ce qu'est ce stratagème des chaînes. Je prends l'exemple d'un quelqu'un qui possède une maison individuelle. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre en bleu canard, en jaune canard plutôt, son entrée, il le fait quand il veut, s'il le veut. Ça ne dépend que de lui. Mais maintenant, s'il s'agit d'un copropriétaire dans un petit immeuble de 6 appartements, le propriétaire d'un appartement dans un petit immeuble de 6 copropriétés n'est plus seul maître chez lui. S'il veut repeindre les volets, changer la toiture, ou repeindre la cage d'escalier en couleur bleue, il ne peut pas le faire. Il doit négocier avec chacun des 5 autres copropriétaires. Ce serait bien le diable qu'il soit en excellent terme avec les 5 autres, forcément des conflits, et il sera obligé de passer par le syndic. Tout d'un seul coup va devenir beaucoup plus compliqué, ralenti, et il est souvent obligé d'ailleurs de renoncer à ce qu'il voulait. Et si maintenant, au lieu d'avoir une petite copropriété, nous avons un grand ensemble avec 27 copropriétaires, alors à ce moment-là, plus aucun des propriétaires n'est maître de quoi que ce soit. Pas plus qu'aucun autre des 26 copropriétaires, un copropriétaire ne peut avoir de desiderata, ni sur la couleur des volets, l'étanchéité de la toiture. Il sait que chacun sera d'un avis différent, voudra faire des travaux différents. Et donc c'est en fait le syndic qui habite à l'extérieur qui va décider de tout. C'est le seul qui sera suffisamment fort pour mettre tout le monde d'accord sur les travaux à mener, le salaire du concierge, le choix des prestataires de services, etc. Comme vous l'avez compris, nous avons ici une excellente illustration de ce qu'est un pays indépendant et souverain, une maison individuelle, l'Europe des 6 avec 6 appartements, l'Europe à 27 avec un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant? Eh bien, tout simplement, c'est ça le stratagème des chaînes. Parce que plus il y a de monde, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée qui refroidit le hall, ce à quoi se refusent les propriétaires des étages supérieurs qui considèrent qu'il y a beaucoup de travaux bien plus urgents à faire. Le propriétaire du 2e étage se plaint des odeurs du vide ordure. Le propriétaire du 4e a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, ce à quoi se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée du 1er étage qui ne l'utilisent pas. Enfin, le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse qui lui procure des infiltrations d'eau. Mais tous les autres copropriétaires sont absolument vent debout parce que ça coûte très cher et que ça ne les concerne pas. On a donc un système de blocage généralisé, et seul le syndic extérieur tranche et fait ce qu'il veut. Eh bien, comme vous l'avez compris, nous remplaçons ce grand ensemble par l'Europe à 27, et nous avons ce système. La France veut une monnaie pas trop forte, veut une Europe française qui protège les acquis sociaux et la politique agricole. Les Français veulent une Europe où on parle le français, une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine, une Europe qui protège les services publics, une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud.
Ah, mais c'est très gentil. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce que veut la France, mais le propriétaire du premier étage n'est pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, lui, veut au contraire démanteler la politique agricole commune, veut une alliance extrêmement étroite avec les États-Unis dans tous les domaines, et veut promouvoir le libre-échange. L'Allemagne, quant à elle, veut une monnaie forte, une alliance stratégique avec les États-Unis, que d'ailleurs elle a signée. Elle veut des liens très étroits avec l'Europe centrale, où elle a des intérêts historiques très puissants. En revanche, elle se contrefiche du Maghreb et de l'Afrique noire francophone. Les pays de l'Est, eux, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Ils refusent toute harmonisation sociale, puisque justement les salaires bien inférieurs en Pologne permettent des délocalisations venant notamment de France. Aucune harmonisation fiscale avec les pays riches de l'Ouest, puisqu'ils sont justement venus pour bénéficier du différentiel. J'ajoute que le Luxembourg, quant à lui, refuse la lutte contre les paradis fiscaux, et que Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime. Je pourrais faire ça toute la soirée. Nous avons donc un système merveilleusement autobloquant. Et naturellement, c'est le syndic extérieur à l'Europe des 27 qui va décider de tout. Il y avait un homme d'État, qui l'avait compris très tôt. Il s'appelait Charles de Gaulle, et regardez ce qu'il disait dans sa conférence de presse du 15 mai 1962. On nous dit, fondons ensemble les 6 États dans une entité supranationale. Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Et de Gaulle de poursuivre. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui en aurait. De Gaulle avait compris dès le 15 mai 1962 le stratagème des chaînes et l'existence du syndic d'outre-Atlantique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. De Gaulle ne cite pas nominativement les États-Unis d'Amérique. Mais tout le monde le comprend. Le scandale est énorme. C'est un scandale mondial, mais qui bénéficie de façon considérable à De Gaulle, dans l'ensemble du monde. Et les 4 ministres MRP du gouvernement claquent la porte du gouvernement à cette occasion. De Gaulle qui disait, au même moment, à Alain Peyrefitte, cette fois-ci en tête-à-tête, vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité? La domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains, les Anglais aussi, mais d'une autre manière parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, parce que De Gaulle parlait souvent de lui à la 3e personne. Alors on n'est pas content et on le dit à longueur de journée. On met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire et plus la France devient un centre d'attraction. Ce sont dans les notes prises par Alain Peyrefitte, c'est publié dans le tome 2 de C'était De Gaulle, page 217. De Gaulle qui poursuivait en disant à Peyrefitte, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'était ça, le vrai sujet. Le sujet le plus essentiel qui nous concerne tous. Alors voilà, la situation c'est celle-ci. Comme on le verra tout à l'heure, le discours de George W. Bush à l'université de Varsovie, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Ben oui, bien sûr, c'est tellement drôle. C'est drôle au fond c'est drôle. Ça fait 52 ans que ça dure, et on en met à chaque fois un peu plus. Ça ne débouche sur rien. Ils sont en train de s'épuiser, ces Européens, à chercher une pierre philosophale qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui décide de tout.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire depuis le début de cette conférence, c'est l'un des grands tabous de la vie politique française. La stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la construction européenne, c'est le premier tabou essentiel de la politique française contemporaine. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le MoDem, le PS, le Vert, le PCF, les Verts, tous, aucun responsable politique n'ose expliquer aux Français, premièrement, que la construction européenne a été conçue par les États-Unis, puis de continuellement financée et promue par eux depuis 60 ans. Alors que nous le savons, ce ne sont pas des suppositions, ce sont des éléments certains. Aucun historien ne pourra le contredire. Nous avons tous les documents qui ont été désormais déclassifiés. Et aucun responsable politique français, de quelque opinion politique qu'il l'affiche, non seulement ne l'expliquera, mais n'expliquera aux Français pourquoi. N'expliquera aux Français qu'il s'agit d'une stratégie qui a été élaborée depuis 1812, qui consiste à ligoter les pays dans des attelages absurdes. Au contraire, on diffuse très largement des analyses qui expliquent que la construction européenne serait une ambition française, une idée française, au motif que c'était Jean Monnet et Robert Schuman qui étaient derrière. Le deuxième tabou essentiel de la politique française contemporaine, c'est l'irréductible divergence des intérêts nationaux. Vous avez vu comment De Gaulle disait très benoîtement la pure vérité. Les Allemands ont des intérêts nationaux, les Anglais, les Italiens. C'est normal d'avoir des intérêts nationaux. Ça n'est pas obscène. C'est comme les intérêts individuels. Il est normal que les Anglais veuillent défendre une relation privilégiée avec les États-Unis. On ne va pas le leur empêcher. Il est normal que les Polonais veuillent être protégés des Russes et des Allemands par un parapluie. Et depuis 1940, les Polonais savent que le parapluie français, qui datait de Stanislas Egzinski, ne marche plus. Il est donc normal que les Polonais, mais également les pays baltes, mais également tous les pays de l'Est, recherchent le parapluie américain. C'est normal. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais ce n'est pas nos intérêts à nous. Il est normal que l'intérêt national des Français, ce soit de protéger ses services publics, son mode de vie à la française, ses liens historiques avec les pays francophones. C'est normal, ce sont nos intérêts les plus fondamentaux. C'est ce qui fait que la France est un grand pays à l'échelle du monde et notamment membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, cette irréductible divergence des intérêts nationaux, elle est passée sous silence, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le MoDem, le PS, le PCF, les Verts, tous. Aucun responsable politique français ne daigne expliquer aux Français la simple vérité. C'est que les autres peuples d'Europe ont des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors il y a une autre question, bête. Pourquoi donc les États-Unis veulent-ils maîtriser les pays d'Europe? La réponse, c'est deux objectifs essentiels. Premièrement, pour leur imposer une vision géopolitique et militaire conforme aux intérêts américains. Et deuxièmement, pour leur imposer une politique économique et commerciale conforme aux intérêts, sinon du peuple américain, du moins d'une oligarchie financière. C'est le point 1. Grâce à la construction européenne, les États-Unis imposent aux pays d'Europe une vision géopolitique et militaire conforme à leurs intérêts à eux de grande puissance. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Qui est-ce qui a dit, c'est une citation, « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. » Qui a dit ça? Je ne fais pas durer le suspense, mais la réponse, pour ceux qui ne la connaissent pas, est pour le moins étonnante. C'est le général Eisenhower, à l'époque commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, avant d'être élu président des États-Unis l'année suivante. Pour ceux qui auraient un doute, je les renvoie au Paris Match du 27 mars 1951, page 18, que je possède personnellement d'ailleurs. Et Eisenhower concluait
cette interview fleuve pour le public français en expliquant aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. À ce propos, regardez un peu des cartes. Ça, c'est l'Europe des six au moment du traité de Rome en 1957, avant la décolonisation. Qu'est-ce que l'on remarque? Bien, on remarque qu'à cette époque, la France dominait les cinq autres d'une façon écrasante. Écrasante. Puisque la France possédait encore tout son empire colonial africain et malgache. Les Pays-Bas avaient donné leur indépendance à l'Indonésie, étaient réduits à ce qu'ils sont, c'est-à-dire un tout petit pays. La Belgique et le Luxembourg étaient des petits pays. L'Allemagne était coupée en deux et rasait les murs à tous les égards compte tenu des atrocités nazies. Donc elle ne pouvait prétendre à rien d'autre qu'à essayer de se faire oublier. Quant à l'Italie, elle faisait aussi partie du camp des perdants. Elle avait aussi intérêt à se faire oublier. Le pays qui était le plus grand en superficie, qui avait un empire colonial, le seul à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul qui, à partir de 1962, aura en plus la bombe atomique, la première puissance agricole, et le seul pays des six dont la langue était parlée sur tous les continents, c'était la France. C'est la raison pour laquelle, lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, il n'avait pas signé le traité de Rome. Il est arrivé pour régler la guerre d'Algérie. Il n'allait pas se mettre à remettre en question quelque chose qui venait d'être signé et qui n'avait pas commencé à produire ses effets. De Gaulle s'est dit, je vais essayer de voir ce que je vais faire avec cette affaire. Mais en 1962, après que la France avait procédé à la décolonisation du continent africain, malgache, nous avions déjà été réduits à une portion un petit peu plus congrue, mais qui était contrebalancée, comme je l'ai dit, par la bombe atomique, d'une part, et puis par la présence de Charles de Gaulle, qui était à l'évidence la personnalité la plus forte de l'Europe des six. Et de Gaulle a essayé à cette occasion, tout en dénonçant la mainmise américaine dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, de Gaulle s'est dit, je vais essayer de subvertir cette construction de l'intérieur pour en faire une Europe française, pour que ce soit moi qui en fait pilote l'ensemble. Il y a échoué. Il y a échoué, nous avons eu ensuite une série d'élargissements qui ont progressivement dilué la France. Ça, c'est la trahison de Pompidou en faisant entrer l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark. L'Angleterre, vous savez que De Gaulle s'était opposé férocement à l'Angleterre puisqu'il savait que la présence de l'Angleterre ruinerait totalement sa tentative de prise de judo de transformer la construction européenne en une Europe française. Ça, c'est l'Europe des 9 en 1973. Ça, c'est l'Europe des 10 en 1981 avec l'entrée de la Grèce. Ça, c'est l'Europe des 12 en 1986 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Ça, c'est l'Europe des 15 en 1995 avec l'entrée de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. Progressivement, la France s'est fait ligoter. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui a dit que toutes les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Réponse, le président George W. Bush, dans son discours à l'Université de Varsovie du 15 juin 2001, c'est là qu'il a dit dans ce discours, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Au passage, permettez-moi quand même de souligner l'incroyable degré d'asservissement dans lequel nous sommes arrivés. Est-ce que l'on imagine que le président de la République française se rende, par exemple, au Costa Rica, ou au Venezuela, ou à Cuba, et dise qu'il estime que ces pays ont vocation à entrer dans les États-Unis d'Amérique? Quelle serait la réaction de Washington? Comment se fait-il que lorsque nous avons quelqu'un qui est un président d'une puissance extra-européenne, qui indique ce qu'il faut faire, que personne ne réagisse et que personne ne rappelle son ambassadeur en disant aux États-Unis « mêlez-vous de ceux qui vous regardent,
Je vous rappelle ce que disait Charles de Gaulle. Les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Le résultat, on est passé de l'Europe des 15 à l'Europe à 25 en 2004, avec la France de plus en plus diluée, et puis à l'Europe à 27 en 2007, avec au passage le centre géographique de cette construction qui se transforme de plus en plus à l'est et qui maintenant se trouve en Allemagne. Nous allons bientôt l'Union à 29, avec l'entrée de la Croatie et de l'ex-Macédoine, qui sont, si j'ose dire, dans les tuyaux. L'Europe à 30, avec l'entrée de la Turquie avant 2020. Et petit à petit, cet élargissement commence à se transformer en ce que c'est, c'est-à-dire une prise en tenaille de la Russie, avec notamment l'adhésion envisagée désormais de l'Ukraine, de l'Arménie et de la Géorgie, à 33. Qui d'ailleurs demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit je suis ferme dans mon soutien à l'entrée de la Turquie? Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La réponse, c'est le président Clinton. Lors d'une conférence de presse à Ankara, cette photo est exceptionnelle, on le voit ici en train de parler avec le président Süleyman Demirel, décédé depuis lors, dans le bureau du président de la République turque à Ankara, en train d'examiner justement la géopolitique de la mer Égée. Et Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat de cette entrée de la Turquie ». Et pourquoi l'entrée de la Turquie dans cette Europe à 33? Eh bien parce que la Turquie, en termes géopolitiques, est une espèce de balcon géostratégique qui permet de surveiller tout le flanc sud de la Russie, le Moyen-Orient, la sécurité d'Israël, la Méditerranée orientale, la Mésopotamie. C'est la stratégie américaine. C'est la stratégie américaine qui consiste à faire coïncider l'OTAN et l'Union européenne. Si vous ne voulez pas que la France se fonde dans une Europe à 28 ou à 30, si vous refusez l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et quel que soit le bulletin que vous allez mettre dans l'urne, que je vous invite personnellement à ne pas mettre dans quelques jours, j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi tout à l'heure, tout le monde s'en fiche. Ce n'est plus le gouvernement français qui décide. En l'espèce, pour l'élargissement, il faut s'adresser à M. Olli Rehn, le commissaire finlandais chargé de l'élargissement. Regardez-le, il a l'air franc comme un âne qui recule. Je signale au passage qu'il est finlandais, mais il a fait ses études aux États-Unis, au Minnesota, au Saint-Paul College, il est diplômé de Berkeley University. Il avait dit en son temps la Bulgarie et la Roumanie vont entrer dans l'Union européenne dès le 1er janvier 2007. C'est ce qui s'est passé. On vous a marié, vous savez, c'est des mariages arrangés, ça y est, on est mariés avec des Bulgares, coucou, des Roumains. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. C'est M. Olli Rehn et ses commanditaires. Et il a dit, d'ailleurs il travaille ardemment en ce moment dessus, sur l'entrée de la Turquie dans l'Union. Vous voulez que la France défende ses intérêts de grande puissance, qu'elle favorise la paix dans le monde, qu'elle soit l'une des diplomaties les plus écoutées pour empêcher les États-Unis de décider de tout. Il ne s'agit pas d'être en guerre avec les États-Unis. Il s'agit simplement d'être un pays libre et indépendant, de faire valoir une autre vision du monde occidental que celle des anglo-saxons. Et dans le cas de la guerre en Irak, Jacques Chirac avait dû violer le traité de Maastricht pour remplir ce rôle. Puisque, en vertu du deuxième pilier, normalement, la France aurait dû se plier à la majorité des États membres. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion cet épisode de la guerre en Irak hallucinant. Le 5 février 2003, en pleine réunion du Conseil de sécurité, devant les caméras du monde entier, le secrétaire d'État américain agitant une fiole en disant que c'est un exemple du bacille du charbon produit en Irak et que moins d'une cuillère à thé de ce charbon pouvait causer des ravages. C'est la dépêche AFP du 5 février 2003, 22h27. Les diplomates, dont le courage en général n'est pas toujours plus élevé, les diplomates des Nations Unies se sont regardés, certains ont commencé à s'en aller en courant. Ben oui, parce que si c'était vrai, et toute la maison de verre aurait dû être immédiatement remplie de morts. On a appris bien plus tard que tout était faux. Tout était faux. D'ailleurs, il avait également produit des photos de bâtiments irakiens prises du ciel en affirmant qu'il s'agissait de sites de fabrication d'armes de destruction massive. Tout était faux. Le 6 février, le président de la République française de l'époque
avait pris ses distances en disant ce qui a été dit hier par le secrétaire d'État américain justifie les inspections des Nations Unies, mais ces éléments ne sont pas en eux-mêmes de nature à modifier la proposition de la France qui propose un renforcement des inspections. Nous refusons de considérer que la guerre est inévitable. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussitôt la France a été condamnée par une majorité des États membres de l'Union européenne, et notamment M. Javier Solana, haut représentant de l'Union européenne, qui lui a pris le contre-pied de la position française en disant le rapport livré par M. Colin Powell au Conseil de sécurité est un très important rapport dont le contenu et la façon dont il a été présenté, était très solide. D'ailleurs, qui est M. Javier Solana? C'est un boursier Fulbright du département d'État américain. En France, il faut savoir que la DST suit tous les anciens boursiers Fulbright, qui sont tous suspectés d'avoir noué des relations avec les services de renseignement américains. Et par ailleurs, il a été secrétaire général de l'OTAN. C'est lui qui représente la politique étrangère de l'Union européenne. Vous commencez à comprendre cette toile d'araignée qui est en train de nous ligoter, qui est là en l'espèce, est en train de nous mener à la guerre. La vérité, c'est qu'avec la construction européenne, la France se coupe progressivement de tout ce qui faisait sa vraie puissance. Des pays francophones, la France limite terriblement sa puissance et son rayonnement mondial. Et la France obéit ainsi à la vision géopolitique du choc des civilisations qui a été décrite et voulue par les Américains. Ça, c'est la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui partage de façon tout à fait arbitraire, apparemment logique, mais en fait complètement fausse, le monde en quelques grandes civilisations. La civilisation dite judéo-chrétienne, où il y aurait l'Europe, les États-Unis et le Canada. Curieusement, pas toute l'Amérique latine qui appartient à une autre civilisation dite latino-américaine. Il y aurait une civilisation musulmane où on met dans le même sac le Sénégal et la Mauritanie, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et puis aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée appartenant à l'Indonésie. Il y aurait une civilisation hindouiste, différente. Les Américains ne doivent pas savoir que l'Inde est l'un des plus grands pays musulmans du monde. Il y aurait une civilisation dite orthodoxe, et une civilisation chinoise, puis une civilisation, on ne sait pas quoi faire, on a une civilisation africaine. Comme si les Ivoiriens chrétiens étaient, ou les Éthiopiens chrétiens avaient tous les points communs absolus avec les Nigérians qui sont musulmans ou les Sud-Africains. Qu'est-ce que c'est que cette façon de partager le monde d'une façon arbitraire? La façon, elle est claire, c'est que cette théorie du choc des civilisations et la construction européenne ont une logique. Elles correspondent parfaitement au périmètre de l'OTAN. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne a pour objectif de faire coïncider l'empire politique et l'empire militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez bien que quand vous débattez, est-ce que la Turquie est un pays européen? On rigole de ça dans les hautes sphères. On rigole. On vous prend pour des imbéciles.